L'Arabie. Sur cette terre où l'eau est bien rare, les animaux luttent pour survivre. Les montagnes du désert cachent derrière leurs flancs un précieux point d'eau, un oued. C'est une ressource vitale pour tous ceux qui doivent faire face à la chaleur accablante. Mais les animaux qui trouvent refuge ici restent à la merci des prédateurs. D'agiles serpents ondulent dans l'eau, traquant leur proie. Des tarentules et des scorpions se cachent, tapis dans l'ombre. Et des renards du désert affamé rôdent sous le couvert de l'obscurité. Partez à la découverte des merveilles de l'Oued. L'Arabie renferme l'un des déserts de sable les plus vastes de la planète. De larges étendues de dunes laissent place par endroits à des plaines de gravier écrasées par le soleil. Tout autour, d'impressionnantes montagnes dressent leurs silhouettes déchirées. Ici, les températures peuvent monter jusqu'à 54 degrés. Ce paysage apparaît toutefois dépourvu d'un élément essentiel à la vie. L'eau. Des vallées fluviales apparemment asséchées comme celle-ci font pourtant partie des rares endroits où l'on peut trouver de l'eau. Ici, dans la montagne, les parois rocheuses sont suffisamment dures et perméables pour recueillir le peu de pluie qui tombe. Elles créent ainsi des points d'eau qui peuvent être permanents ou temporaires. Ces petits étangs sont localement connus sous le nom d'Oued, qui signifie « vallée » en arabe. Cet Oued semble bien minuscule au milieu des étendues rocheuses et des imposantes montagnes. Il constitue toutefois l'une des rares oasis dans les environs, jouant un rôle vital pour la faune sauvage. Les crapauds figurent parmi les quelques animaux qui peuvent vivre dans la région tout au long de l'année. De toute évidence, les amphibiens sont très peu nombreux à vivre au cœur de l'Arabie aride. Seules 9 espèces peuplent ce territoire. La plupart d'entre elles se concentrent dans les zones plus fraîches situées à proximité du littoral. Le crapaud d'Arabie est la seule de ces espèces à avoir pénétré si loin à l'intérieur des terres arides. Par conséquent, il dépend entièrement de l'Oued. Les mouvements brusques du crapaud attirent l'attention d'un prédateur. Un serpent est en pleine chasse. Cette couleuvre particulièrement meurtrière est très agile. Longue d'1,30 m, elle chasse dans l'eau en se déplaçant à la vitesse de l'éclair. Ce serpent produit un venin léger. Cependant, il n'est pas doté de crochets. Il doit donc mordiller et mâcher sa proie pour que les toxines pénètrent le corps de sa victime. Sa nourriture préférée n'est autre que le crapaud. La vue de ce serpent est très sensible au mouvement. À chaque bond du crapaud qu'il perçoit, le prédateur se rapproche un peu plus. Si le crapaud reste immobile, le serpent est toutefois incapable de détecter sa présence. C'est une véritable guerre des nerfs. Étonnamment,
la langue du serpent semble incapable de percevoir le crapaud, même à une distance si rapprochée. Le courage du crapaud finit par payer. Cette oued traverse les montagnes qui traversent le long de la côte est de la péninsule arabique. Les monts Hajar couvrent une distance de 500 km, s'étendant des Émirats arabes unis au nord jusqu'au sultanat d'Oman au sud. Avec des pics s'élevant à 3000 mètres d'altitude, cette chaîne de montagnes surplombe les plaines d'Arabie écrasées par le soleil depuis près de 20 millions d'années. Les vallées fluviales qu'elle renferme sont exposées à de longues périodes de sécheresse, ainsi qu'à des crues soudaines. Bien que le territoire soit hostile, les animaux réussissent péniblement à vivre. Le maître des lieux vit retranché dans les hauteurs. Il s'agit d'un des animaux les plus rares d'Arabie et du monde. Le tare d'Arabie. On recense moins de 2500 spécimens de cette espèce menacée. Les monts Hajar constituent leur dernier bastion. Sur les hauteurs surplombant l'oued, les ressources sont peu nombreuses. Dépourvues de terre et d'eau, les collines apparaissent désolées et desséchées. La roche très résistante empêche les plantes de prendre racine. Et les flancs stériles des collines ne peuvent pas nourrir de larges groupes de brouteurs, si bien que les tares forment habituellement de petites familles ou se déplacent seuls. Ce mâle semble en avoir assez de vivre en solitaire. Il est temps pour lui de trouver une partenaire. Ses sabots compacts et aussi caoutchouteux que des ventouses lui permettent de rester bien stable sur la roche et d'avancer fièrement. Il se pavane de la sorte au cas où des femelles le regarderaient. Il creuse la terre et se frotte contre le sol pour laisser son odeur. La terre ainsi retournée constitue un signe indiquant qu'un mâle vigoureux réside dans les parages. Déjà, une femelle tare observe la scène de loin. Mais le mâle devra visiblement redoubler d'efforts s'il veut pouvoir la convaincre. Au pied des pentes, à proximité immédiate de l'oued, d'autres espèces spécialistes de l'escalade rocheuse se sont installées. La plupart des lézards, comme ce gecko aux longs doigts en éventail, disposent de structures microscopiques ultra-adhérentes qui leur permettent de s'agripper aux parois rocheuses lisses et verticales. Ce gecko peut donc parfaitement grimper les falaises escarpées qui entourent l'oued. Il appartient à une espèce endémique de l'Arabie et vit principalement aux Émirats arabes unis et à Oman. Tapis dans l'ombre, une menace mortelle rôde. Il existe environ 1 millier d'espèces de tarentules dans le monde.
Celle-ci vient d'être tout juste recensée par la science. Elle a été découverte si récemment qu'elle ne porte pas encore de nom. Elle est unique à l'habitat de l'Oued d'Arabie. Cette énorme femelle est en train de transformer son antre creusé dans la roche en un piège mortel. Sur son dos, les 2 filières en forme de tube produisent une substance gluante qui, en séchant au contact de l'air, crée des fils de soie très résistants. L'araignée recouvre l'intérieur de son trou à l'aide de ces fils afin de renforcer les parois et d'éviter un effondrement. Mais certains filaments de soie s'étendent au-delà du refuge. Ils forment un piège qui permet à l'araignée de détecter si une créature pénètre dans son champ d'attaque. Une sauterelle constituerait un repas copieux. Pour une tarentule, celle-ci est assez petite. Son corps ne mesure en effet que 3 cm de diamètre. Mais cela ne l'empêche pas d'attaquer des proies aussi grosses qu'elle. Il suffit qu'un insecte frôle les fils du piège et la partie est perdue pour lui. L'araignée tue sa proie grâce à l'arme caractéristique des tarentules, une impressionnante paire de crochets reliés à 2 glandes à venin. Ces crochets sont articulés et l'araignée peut les bouger comme des doigts pour transpercer sa victime et l'approcher encore plus près de sa bouche. Elle injecte des enzymes dans le cadavre qui commence à digérer les organes internes et réduisent ainsi l'insecte en une sorte de magma. La tarentule aspire ensuite entièrement sa victime, puis se débarrasse de la carapace vide. La nuit tombe vide sur l'Oued et la contrée. La silhouette sombre des montagnes se découpe dans le soleil couchant. Dans la nuit, éclairé par quelques rayons ultraviolets, surgit un dangereux scorpion. Les composants fluorescents constituant sa carapace sont à l'origine des étranges couleurs qu'il affiche. Mais les raisons pour lesquelles ces teintes brillent quand elles sont exposées à un rayonnement UV restent un mystère. Des études récentes ont révélé que la propriété fluorescente de la carapace des scorpions transforme leur corps en un capteur de lumière géant, dont la partie la plus sensible est la queue. En journée, les scorpions se cachent de la lumière agressive du soleil. Mais des études préliminaires ont démontré que ces arachnidés sont également moins actifs lors des nuits de pleine lune. On suppose que la fluorescence du scorpion l'aiderait à déterminer le moment le plus propice pour aller chasser lorsque la lumière est très faible. Lorsqu'il se met en chasse, de petites fentes à l'extrémité de ses pattes lui permettent de percevoir les vibrations dues aux déplacements qui sont effectués dans un périmètre de 50 cm autour de lui. Les sauterelles constituent une nourriture prisée aux alentours de l'Oued. Le scorpion possède des pinces puissantes pour se battre contre ses proies et les démembrer. Mais son arme principale se trouve ailleurs. Un dard est caché dans sa queue, recourbé et prêt à frapper.
Il suffit d'une fraction de seconde pour que cette arme aussi fine qu'une aiguille injecte du venin à la victime qu'il pique s'il réussit à s'en approcher assez près. Avant que l'insecte meurtrier ait pu porter un seul coup, un autre chasseur nocturne vient le déranger. C'est un renard de Blanford. Ce petit canidé, agile, est actif uniquement la nuit. Il est doté de griffes acérées et de pattes qui agissent comme des ventouses, lui permettant d'avoir une bonne prise tandis qu'il grimpe aux rochers encerclant l'oued. Sa longue queue fait office de balancier. Il se nourrit aussi bien d'insectes que de plantes du désert. Mais ce soir, ce sont visiblement de petits mammifères qu'il chasse. Ces derniers doivent se trouver au bord de l'eau. Des chauves-souris se hâtent pour attraper les insectes attirés par l'eau. Mais il ne compte pas capturer l'une d'entre elles. Ses grandes oreilles à l'ouïe très fines ont perçu quelque chose. Une souris épineuse. Ce rongeur furet en quête de graines et d'herbes, se repérant dans le noir grâce à ses longues moustaches. Pour le renard, ce repas est plutôt bienvenu. Mais il n'est pas seul. Un renard roux d'Arabie rôde également dans les parages. Aucun prédateur ne tolère de concurrence quand il s'agit de se nourrir. Les plus petits des rivaux sont généralement refoulés ou parfois tués. Les renards roux peuvent peser jusqu'à 2 ou 3 fois plus que les renards de Blanford d'1,5 kg. Ne souhaitant pas engager de bagarre, le petit renard rebrousse chemin pour rejoindre les hauteurs. Alors que le jour se lève sur l'oued et sa vallée, la chaleur est déjà bel et bien installée. En été, les températures peuvent atteindre 43 degrés. Mais la chaleur toujours plus forte ne semble pas éprouver le mal tard. En cette matinée, il a décidé de redoubler d'efforts pour pouvoir trouver une partenaire. Une femelle se repose à l'ombre du peu de végétation environnante. Il a beau tout essayer, elle affiche un désintérêt manifeste. Le mâle ne peut pas en rester là. Des glandes situées à la base de ses cornes sécrètent une odeur forte et attractive. Mais la femelle ne semble pas impressionnée. Il continue à marquer le territoire de son odeur.
Il urine sur le sol et imprègne ensuite son pelage d'urine. Son odeur corporelle est fortement marquée par les sécrétions de testostérone. Cette hormone indique aux femelles que le mâle est dans la force de l'âge et est prêt à s'accoupler. En remuant la terre avec ses cornes, il répand ainsi son odeur. Les glandes sur sa tête renforcent les effluves tandis qu'il se frotte. Il s'agit là du parfum caractéristique des tares mâles, auquel les femelles ont du mal à résister. Mais décidément, cette femelle semble toujours aussi peu intéressée. Son attitude indolente pousse finalement le mâle frustré dans ses derniers retranchements. En désespoir de cause, il entame une parade. Mais cela ne semble pas avoir l'effet escompté. Il y est peut-être allé un peu fort. Quelques mètres plus bas, au fond de la vallée, les rares points d'eau présents regorgent de vie. Ils sont peuplés par des poissons d'eau douce. Seules 3 espèces subsistent au cœur des monts Hajar. Ces poissons appartiennent à l'espèce Gara baremiae. Ils vivent dans les étendues d'eau permanente et isolées de l'Oued. Ces petits poissons se nourrissent d'algues et d'autres détritus qu'ils décrochent des parois rocheuses emprisonnées dans l'eau. Leur survie dépend des pluies indispensables pour remettre à niveau leur refuge qui s'assèche petit à petit. Mais les averses sont imprévisibles en Arabie. Certaines années, il ne pleut pas du tout. Alors, les étangs s'assèchent et les poissons qui y vivent meurent. Lorsque les eaux de l'Oued s'évaporent, les crapauds disparaissent à leur tour. Mais cette disparition n'a rien de permanent. Les crapauds s'enterrent dans la boue et entrent dans un état de torpeur semblable à une hibernation. Ils ralentissent leur rythme cardiaque et leur métabolisme afin d'économiser leur énergie et la conserver jusqu'au retour de l'eau. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les crapauds peuvent rester enterrés ainsi pendant 3 ans. Peu d'humidité pénètre à l'intérieur des terres d'Arabie. Mais ici, à une altitude aussi haute que celle de ces montagnes, il arrive que les rares nuages qui passent se condensent. Les premières gouttes de pluie apportent instantanément un peu de répit, attirant certains animaux hors de leur sombre demeure. Ce gecko possède l'incroyable capacité d'être totalement imperméable à l'eau. De minuscules piquants, semblables à des poils, recouvrent ses écailles et les empêchent totalement d'absorber les molécules d'eau.
Ces dernières forment alors de grosses gouttes d'eau qui coulent sur leur peau. Cette petite astuce est propre aux geckos et leur permet de rester propres et de se prévenir des infections fongiques. « 80% de l'eau qui tombe sur les montagnes s'évapore. Le reste ruisselle sur les parois de roche et s'infiltre dans les fissures. La pluie tombe sur les monts Hajar à fréquence très irrégulière. Seule une quinzaine de centimètres d'eau tombe chaque année, en une averse soudaine aussi brève qu'intense. Les crapauds savent d'instinct que lorsque la pluie arrive, elle peut s'abattre avec fureur. Ils se mettent en sécurité en hauteur pour éviter d'être emportés par les flots. En ruisselant sur les flancs des falaises, l'eau forme un courant qui descend dans la vallée. Les pluies légères peuvent ainsi transformer de calmes cours d'eau en de petits rapides. Alors que les crapauds se tiennent à l'écart, les poissons garas adoptent une attitude totalement inverse face à la présence de ces eaux vives. C'est l'occasion qu'ils attendaient avec impatience. Leur instinct les pousse étrangement à explorer les cours à contre-courant, dans un besoin d'élargir constamment leur territoire. Ils profitent donc de toutes les occasions qui se présentent à eux pour remonter le courant et occuper le plus d'espace possible. C'est de cette manière que l'espèce peut progressivement repeupler des zones où les habitants précédents ont péri. Mais il ne s'agit pas juste de remonter la rivière par bancs entiers. Ces poissons entreprennent une véritable épopée. Leur bouche ventousère, qui leur permet habituellement d'arracher les algues des rochers, leur sert d'ancre pour ne pas être emportés par les flots rapides. Un groupe de poissons avance doucement le long des rochers. Les poissons doivent rester dans une zone où assez d'eau s'écoule pour pouvoir respirer. Mais ils doivent s'écarter du flux principal pour ne pas être violemment emportés en aval. Les poissons peuvent parcourir ainsi jusqu'à 3 mètres. Ceux qui réussissent à gagner de nouveaux étangs bénéficient de nombreux avantages. De la nourriture et un nouveau territoire à peupler. Le stress engendré par leur déplacement serait un facteur déclencheur du frai. Cela permet ainsi d'assurer que chaque nouvel étang conquis est rapidement repeuplé par les pionniers. Leurs œufs gluants s'agglomèrent autour des graviers pour ne pas être emportés par le courant. Mais les eaux vives ne sont pas de bon augure pour tout le monde. Si elles bénéficient à certaines espèces, elles compliquent les choses pour d'autres.
Cette vipère endémique du sultanat d'Oman se cache généralement dans les fissures au sein des étendues d'eau, car ce sont de bons emplacements pour chasser. La soudaine montée des eaux fait fuir le serpent de son antre. Il lutte contre le courant. Par chance, l'eau le rapproche des rochers sur lesquels il grimpe pour se mettre à l'abri un peu plus en hauteur. La montée des eaux ne dure pas bien longtemps. Mais assez pour faire des victimes. Une chèvre morte gît au bord de l'eau. Elle s'est peut-être retrouvée piégée par la crue soudaine ou a été emportée par le courant. Son cadavre en putréfaction fait le bonheur des insectes. Leur cycle biologique s'achevant en seulement quelques jours, les insectes peuvent facilement tirer profit de nouvelles opportunités. Ces mouches goûtent la chair de la chèvre avec leurs pattes. Leur bouche sécrète une salive riche en enzymes qui assouplissent la chair afin de la rendre plus facile à manger. Elles cherchent également des endroits où pondre leurs œufs, afin que les larves puissent éclore et se joindre au festin. Les guêpes sont mieux équipées pour faire face à des carcasses aussi coriaces. Leur bouche puissante agit telle une cisaille pour déchirer la chair. Les guêpes adultes se nourrissent essentiellement de plantes, mais elles ramènent de pleines bouches de viande jusqu'à leur nid pour nourrir leurs larves carnivores affamées. Les libellules font partie des prédateurs les plus redoutables de l'oued. Leurs yeux aux multiples facettes présentent 10 fois plus de variations de protéines que les yeux humains. Elles sont ainsi capables de percevoir une plus grande palette de couleurs. La netteté avec laquelle elles perçoivent les images leur confère une vue extrêmement perçante, jusqu'à 300 images par seconde, soit 6 fois plus que l'homme. Leurs 4 ailes battent 30 fois par seconde. Cela leur permet de faire preuve d'une incroyable agilité en vol. Telles de minuscules hélicoptères, elles peuvent voler dans n'importe quelle direction pour poursuivre et capturer leur proie. La grande concentration d'insectes attire de nombreux oiseaux. À l'instar des libellules, les hirondelles du désert attrapent les insectes qu'elles mangent en vol. Elles sont les membres les plus acrobatiques de la famille des hirondelles et peuplent généralement les hautes corniches qui surplombent l'oued. Là, les couples reproducteurs construisent leurs nids en utilisant la boue fraîche de la vallée. Cela peut prendre plusieurs semaines pour bâtir un nid. Leur refuge ainsi haut perché protège les oisillons des prédateurs. Certains oiseaux n'ont pas besoin de se cacher en altitude pour assurer leur sécurité. L'engoulevent dispose d'une incroyable capacité de camouflage. Tant qu'il ne bouge pas, il passe complètement inaperçu. Il capture également des insectes pendant qu'ils volent, mais uniquement la nuit.
Le jour, il est inactif et se fait discret, restant au sol à l'abri des regards affamés. Le long de l'Oued, les étendues de roches lisses offrent peu de cachette. Mais cela ne semble pas porter préjudice à ce prédateur expert en camouflage. Cette vipère, qui a failli se faire surprendre par les eaux tout à l'heure, figure parmi les habitants les plus meurtriers de l'Oued. Ce serpent, de 75 cm de long, dispose de crochets inhabituellement longs et peut mordre en profondeur ses victimes en leur injectant un venin mortel. Il s'agit d'une espèce qui vit essentiellement dans les régions montagneuses, près des oueds, où elle peut tendre des embuscades aux proies qui se présentent. Ce crapaud constituerait un copieux repas pour le prédateur, s'il s'approchait assez pour être à la portée du reptile. Mais il ne s'aventure pas assez près aujourd'hui. Alors que les crues sont terminées depuis longtemps, une certaine humidité flotte encore dans l'air. Durant les semaines qui suivent la période des pluies, l'humidité et l'irrigation intense engendrées par les averses favorisent le développement de la végétation dans l'Oued. Dans les plaines de gravier, aucun signe visible n'indique que l'eau recouvrait la roche quelques jours auparavant. Mais la végétation habituellement rabougrie se révèle verdoyante et abondante. Les gazelles des montagnes s'empressent de profiter de la soudaine présence de végétaux gorgés d'humidité. À l'instar de nombreuses espèces habituées au désert, ces gracieuses antilopes s'hydratent principalement grâce à l'humidité contenue dans les plantes dont elles se nourrissent. Ici, les possibilités de s'abreuver à des points d'eau fraîche sont loin d'être nombreuses. Alors que le soir tombe sur l'Oued, un crapaud d'Arabie semble prêt à profiter au maximum de la nuit qui s'installe. Les crapauds sont des reproducteurs opportunistes. Et la pluie déclenche parfois leurs frais. Ce crapaud est prêt à s'accoupler. Il doit donner de la voix pour chanter une sérénade aux femelles. La poche située au niveau de sa gorge enfle pour amplifier le son, faisant résonner ses cris dans tout l'Oued. Plus son coassement est fort, plus ses chances de s'accoupler sont grandes. Mais il a des rivaux. Rapidement, une véritable chorale de crapauds se forme. Un chœur de mâles esselés qui entonnent leurs plus beaux chants. L'un d'entre eux repère une femelle et grimpe soudainement sur son dos. Il utilise les coussinets collants situés sur ses pattes avant pour s'agripper. Mais la femelle essaie péniblement de se débattre.
Il y a toutefois un problème. La femelle s'avère être un mâle. Chez la plupart des crapauds, seuls les mâles disposent d'une poche qui enfle au niveau de leur gorge, leur permettant d'amplifier leurs cris. Il n'est pas rare que les crapauds mâles grimpent les uns sur les autres. En temps normal, un cri de protestation de la part du mâle pris pour cible suffit à repousser le prétendant. Mais cette fois, ce n'est pas le cas. Le prétendant s'accroche au contraire fermement, déterminé à procéder à l'amplexus, à savoir l'accouplement qui entraîne le frai chez les amphibiens à fécondation externe. Les mâles peuvent rester ainsi accrochés au dos des femelles pendant des heures, voire des jours entiers, attendant le moment où leur partenaire pondra ses œufs. Lorsque la femelle pond enfin, le mâle répand alors son sperme sur les œufs pour les féconder. Mais ce soir, ses efforts sont vains. Le mâle finit par relâcher sa prise et s'en va essayer de nouveau ailleurs. Alors qu'un nouveau jour se lève, les montagnes de l'Oued sont étrangement calmes. Au sommet des pentes rocheuses, la complexe parade nuptiale du Thar semble avoir finalement porté ses fruits. La femelle est revenue et ne quitte presque plus le mâle. Le couple restera ensemble dans le désert pour élever son petit. Avec encore seulement quelques milliers de Thars encore présents sur la planète, la progéniture de chaque couple reproducteur joue un rôle vital pour l'avenir de l'espèce. Quelques semaines après le frai des crapauds, les étangs temporaires regorgent de têtards de crapauds d'Arabie. Ils sont en plein développement vers la maturité. Ils mangent autant qu'ils le peuvent en cette période de croissance où leur corps se transforme. Plus ils mangent, et plus vite leur métamorphose s'achèvera. Leurs pattes arrière vont se développer à la base de leur queue, qui commence à rétrécir. Quant à leur bouche, leurs lèvres qui sucent les algues se transformeront en puissantes mâchoires croqueuses d'insectes. Enfin, la transformation la plus importante remplacera leurs branchies externes en une paire de poumons internes. Seuls ceux dont le corps arrivera au bout de cette métamorphose pourront survivre quand les étangs temporaires s'assécheront. Tous les jeunes poissons garas qui ont grandi dans les petites étendues d'eau temporaires vont instinctivement relever l'un des défis les plus importants de leurs primes années. Ils vont devoir rejoindre les eaux des points d'eau permanents. Dans seulement quelques semaines, le courant d'eau qui descend des collines va totalement cesser de s'écouler et la plupart des étangs vont s'assécher. Il ne restera plus beaucoup de points d'eau dans l'Oued, mais tant que les poissons réussiront à rejoindre ces sanctuaires permanents, ils pourront survivre. Le voyage est toutefois long et difficile. De nombreux poissons échouent et se retrouvent presque à sec. Incapables de respirer l'air qui les entoure progressivement, ils halètent, essayant de trouver de l'oxygène dans le peu d'eau encore présente. Leurs corps puissants frétillent et rebondissent alors qu'ils essaient de trouver un chemin vers une autre flaque. Quelques poissons chanceux réussissent péniblement à lutter et à survivre.
Ces derniers sont généralement assez nombreux pour peupler l'étang et assurer le renouvellement de la population locale. Dans cet environnement des plus hostiles, tous les animaux vivent sur le fil du rasoir. Le territoire peut se montrer aussi généreux qu'inhospitalier. Pour la plupart des espèces, l'existence serait impossible sans la présence des rares points d'eau nichés au cœur de l'Oued. Une oasis miniature sous le soleil d'Arabie. Une ligne de vie dans le désert.